De New York à Moscou, de Tokyo à Berlin, nous entamerons dans quelques instants une longue traque en compagnie d'un redouté et redoutable détective en œuvre d'art. Ensuite, nous irons à Luxor, à la rencontre d'une légendaire dynastie de pilleurs de tombes, un travail ancestral qui occupe énormément de monde. Puis, de Venise à Londres, de Paris à Prague, nous suivrons la trace du plus grand escroc en objets d'art de la décennie. Mais qui est vraiment le Dottore Ceni? Pour clore notre soirée, nous assisterons à une drôle de course-poursuite en compagnie d'une habile voleuse, d'un voleur à la traîne et d'un gardien de musée plutôt ballot. À tout de suite pour un surprenant voyage. Mardi? Entre chasseurs de toiles et vengeurs des déshérités, Clemens Toussaint parcourt la planète en quête des héritiers de Malevitch et de l'héritage de Lissitsky. Le train de nuit, drapeau rouge, est ponctuel. Il quitte la gare de Moscou à minuit, comme prévu. Demain, l'homme à la valise sera à Saint-Pétersbourg. La semaine dernière, il se trouvait à New York. Et prochainement, un autre rendez-vous l'attend au Japon. Il s'est décidé pour une vie sur la brèche. Et pour un métier qui n'existait pas avant lui. Il est le détective de l'art. Clemens, blijf drunter legen unter das Bett, weil es zu schwer ist. Geht's? Еще, пожалуйста, вино. Будете что-нибудь? Un jour, j'avais 17 ans et je sortais de la National Gallery de Berlin. C'est là que je me suis dit que j'aimerais bien travailler au contact de l'art. Pas seulement de l'art qu'on regarde dans un musée, mais aussi de celui qu'on touche, qu'on emporte avec soi pour aller l'accrocher ailleurs. $1 million on the telephone. At 1 million. At 1,200,000. 1,400,000 on the balcony. 1,500,000. 1,600,000 on the balcony. 700,000 on the telephone now. 1,800,000 on the balcony. It's at 1,900,000 on the telephone. 2 million. Clemens Toussaint, ich wollte mich mal melden am 13. März. Ereignisse überschlagen sich ein bisschen in New York, weil die Auktionshäuser prügeln sich um das Bild. Also es gäbe einiges zu erzählen und Sie sollten sich bei mir melden. Bis dann. Tschüss. Une toile de maître suscite en effet la convoitise des grandes maisons de vente aux enchères. Les deux plus connus, Christie's et Sotheby's, jouent des coudes. Mais seront l'une et l'autre coiffées sur le poteau par Phillips, un récent concurrent qui a su offrir la garantie financière la plus importante. C'est le plus gros coup de la carrière de Clemens Toussaint. Il a contraint le très célèbre Museum of Modern Art de New York à restituer une œuvre majeure du peintre russe Kazimir Malevitch. Et comme Malevitch a beaucoup d'héritiers et qu'on ne peut pas découper le tableau en parts égales, l'œuvre est vendue aux enchères. À la conférence de presse, il n'y en a que pour Toussaint. C'est lui qui a retrouvé les héritiers et qui a gagné la bataille juridique contre le musée. La maison de vente a invité Sharon Stone à parrainer l'opération. Les journaux et les télévisions ont suivi l'événement. Et comme dans ses rêves de jeune homme, Toussaint s'est calé un tableau sous le bras. Et il est allé négocier avec les vendeurs aux enchères. Et qui plus est, il percevra une part conséquente du produit de la vente. Ça fait plaisir de gagner de l'argent, mais c'est aussi un plaisir d'en risquer. Je ne prends pas toujours 50%, ça dépend de la difficulté. J'ai parfois travaillé pour 10%.
Clemens Toussaint s'est spécialisé dans la recherche de tableaux disparus. Parfois, il travaille sur commande des anciens propriétaires, parfois de sa propre initiative. Si vous apprenez qu'une toile valant plusieurs millions vous aurait appartenu, Toussaint peut vous la rapporter, contre un intéressement en rapport, s'entend. Les journaux le décrivent comme un chasseur de toiles, ou comme le vengeur des déshérités, des appellations qui fleurent le polar bon marché et qu'il n'aime pas du tout. La première affaire. Il y a 10 ans, un homme se présente au bureau de Clemens Toussaint avec un sachet en plastique à la main. Cet homme, c'est Yen Lissitsky, fils du célèbre artiste russe El Lissitsky. Yen arrive de Russie et tente d'obtenir un passeport allemand. Il est à la recherche de la collection d'art de feu sa mère. Toussaint lui a été recommandé par des amis pour ses qualités d'historien de l'art, mais surtout pour son flair, qui lui permet de traiter des dossiers qui datent parfois de plus de 60 ans. Lors de cette première rencontre, Yen Lissitsky montre à Toussaint une liste manuscrite établie par sa mère. Elle comporte 13 numéros, 13 tableaux, qui représentent chacun une fortune. L'affaire a pourtant un hic. La description des toiles est si imprécise que Toussaint n'est pas en mesure de dire quels sont les tableaux qui correspondent à ces numéros. Wann hat sie das denn geschrieben? Keine Ahnung, also in den 40er Jahre oder in den 50er Jahre. Ich habe keine Ahnung. Das war so dieser Umschlag mit diesem kleinen Zettelchen. Und also was so interessant ist dabei, wir sprachen immer von 13 Gemälden, das ist die Liste, die sie später gemacht hat. Jetzt habe ich aber im Archiv in Hannover hier eine Bestätigung gefunden das von 1926, wo der Direktor schreibt an irgendeine Behörde, bestätige, dass Frau Küppers gelegentlich der Aufgabe ihrer hiesigen Wohnung ihre Sammlung dem Museum als Leihgabe überlassen hat. Es handelt sich um 16 Gemälde und eine Südseeplastik. Hanovre, Archives nationales. C'est ici que Toussaint a déniché le fameux document de 1926, prouvant que Sophie Küppers-Lissitsky a bien remis sa collection d'œuvres d'art à Alexander Dorner, le directeur du musée de Hanovre. Mais Madame Küppers ne reverra jamais son bien. Elle meurt durant son exil en Sibérie. Peu avant son décès, elle remet à son fils Yen la liste avec les 13 tableaux qu'elle a laissés à Hanovre. Aujourd'hui, ils ont évidemment disparu. Hier, da haben die sich wohl beim Goebbels im Ministerium auch schon damit befasst. Wer ist denn diese Frau Küppers überhaupt? Und dann schicken die hier aus Hannover ihre Adresse in Moskau. Ja. Nee, also dann würde ich lieber, dass wir irgendwie ein Agreement treffen und ich im Prinzip also für so als Gutachterin irgendwie mit der Aufarbeitung dieser Unterlagen einfach engagiere. Au début, les recherches de Toussaint progressent rapidement. Jusqu'en 1937, les tableaux restent chez Alexander Dorner à Hanovre. Puis, considérés comme des œuvres d'art dégénérées, ils sont confisqués par les nazis et envoyés à Berlin. Dans d'autres archives, toujours à Hanovre, Toussaint trouve des photos de l'appartement de Sophie Küppers. On peut y reconnaître 3 tableaux de la liste. À ce stade, les choses se brouillent. Y a-t-il 13 ou 16 tableaux? Et combien d'entre eux sont effectivement arrivés à Berlin? Le seul à pouvoir répondre à cette question, c'est Alexander Dorner, qui a émigré aux États-Unis en juin 1937. Mais Dorner est mort. Aux États-Unis, Toussaint retrouve un carton avec des notes personnelles d'Alexander Dorner. Mais il n'y est fait aucune mention des tableaux de Sophie Küppers. Par contre, il tombe sur un paquet de lettres et une fiche jaunie comportant un numéro d'archive et une date, et indiquant qu'Alexander Dorner a remis à plusieurs musées américains des toiles de Kazimir Malevich. Kazimir Malevich est le père fondateur de la peinture abstraite. Aujourd'hui, ces tableaux valent plusieurs millions de dollars. En 1927, il apporte 70 de ses œuvres à la grande exposition d'art de Berlin. 2 mois plus tard, contraint de rentrer précipitamment à Moscou, il laisse ses toiles en Allemagne. Par la suite, Malevich n'obtiendra plus de visa de sortie de l'URSS et ne pourra jamais récupérer ses tableaux. Il meurt en 1935. Une partie de ses œuvres arrive en Amérique. Elles y sont déposées sous forme de prêt par Alexander Dorner. Toussaint réalise qu'il vient de mettre à jour une vraie mine d'or.
Quand les choses se mêlent et s'en mêlent, c'est passionnant. On découvre toutes les imbrications et la manière dont les histoires s'enchevêtrent. Dorénavant, Toussaint suit 2 pistes à la fois. Celle de la liste de Sophie Cupers et celle des héritiers de Kazimir Malevich, dont les œuvres sont exposées au Museum of Modern Art depuis plus de 60 ans, sans que personne ne se soit jamais manifesté pour les récupérer. Extraordinaire hier, ouais. Ouais, extraordinaire. Non mais j'apprécie que tu m'appelles, hein. Ça me fait vraiment plaisir. En 60 ans, personne n'avait jamais émis la moindre revendication, jusqu'au jour où Clemens Toussaint pousse la porte du musée. À l'époque, je suis allé voir le directeur du MoMA avec la fleur au fusil, et je pensais très sérieusement qu'on allait pouvoir discuter. Je n'avais pas 30 ans et il m'a sans doute pris pour un rigolo. Aujourd'hui, je n'irai plus tout seul là-bas, mais accompagné par des avocats, par les héritiers. Je ferai tout ça différemment. Le Museum of Modern Art est le temple de l'art moderne. Ce n'est pas Alexander Dorner qui a apporté à New York les œuvres de Malevich. À l'époque nazie, une telle opération eût présenté trop de risques. C'est Alfred Barr, directeur et fondateur du muséum, qui est venu les chercher à Hanovre. Il s'agissait de 6 toiles et de 9 dessins. Ces toiles de Malevich que Barr a emportées à New York, ça n'a pas été une mince affaire pour les faire sortir. Selon certains témoignages, Barr a sorti une partie des toiles du musée en les roulant dans son parapluie. Une autre partie a été envoyée aux États-Unis sous la désignation de croquis technique. Il aura fallu à Toussaint 10 ans de recherche et d'enquête. Entre le jour où il est tombé sur cette fiche de dossier, stipulant que le tableau resterait au muséum tant que son héritier ne le réclamerait pas, et le jour où il photographie Waldemar Malevich devant la toile de son grand-oncle Casimir, 10 ans se sont écoulés. Il y a eu des moments où, à part moi, plus personne n'y croyait. Toute la famille Malevich avait baissé les bras. Ils me disaient « non, ça n'a plus de sens ». Même les avocats n'y croyaient plus. Chaque année, Jan Lissitsky dépose une demande d'autorisation de sortie du territoire soviétique. En vain. En 1989, il peut enfin se rendre en Occident. Il se met à la recherche d'un endroit pour s'établir et se décide pour l'Espagne, qui présente sans doute l'avantage d'être loin de la Sibérie. Je ne sais pas quel âge j'ai sur cette photo. 3 ans. Ça doit être vers 1933. 7 ans plus tôt, Sophie Cupers a suivi le peintre et architecte L. Lissitsky à Moscou. Pendant quelques années, ils pourront encore se rendre à l'ouest. Ils entretiennent des contacts avec Kandinsky, Schwitters et la clique du Bauhaus. Et puis, le rideau de fer coupe l'Europe en 2. En 1941, les troupes allemandes entrent en Union soviétique. La même année, L. Lissitsky décède. Sa femme et son fils, tout à coup considérés comme étrangers et ennemis, sont envoyés en exil en Sibérie. C'est là que Sophie Cupers mourra. Ça, c'est Hanovre, dans la Bodekerstrasse. Et ça, c'est Novosibirsk. Là, il y a notre fenêtre. Je ne comprends pas ce que cela a pu être comme vie pour ma mère. Quand elle est arrivée en Russie, elle avait déjà 36 ans. À Hanovre, elle vivait dans un appartement de 8 pièces avec un haut niveau de vie parmi des intellectuels. Et en Russie, elle n'a connu que des caves et des baraquements. Et ça pouvait empirer. Tout pouvait arriver tout le temps. On risquait la prison, le camp de travail. La vie est vraiment une succession de hasards. Mais bon. Clemens Toussaint possède plusieurs caractéristiques qui lui sont très utiles pour son métier. Il a besoin de peu de sommeil, il en sait plus qu'il n'en dit, et il joue le rôle de quelqu'un qui sait se tirer d'affaire en toutes circonstances. Et ce rôle, il le joue bien.
Ce qui me plaît, c'est de mettre sur pied quelque chose qui ne fonctionne que par moi et qu'avec moi. Quelque chose qui n'est pas lisible de l'extérieur. Je ne veux pas être un rouage dans le système, mais je veux constituer ma propre cellule. Et quand cette cellule se connecte à d'autres cellules, ça donne lieu à des choses passionnantes. I would say 8 figures, but we could try to, keep it down. Larry Kay n'a lui non plus rien d'un rouage dans le système. Il est l'avocat qui accompagne Toussaint quand il va négocier avec les directeurs de musées. Kay est membre d'un des plus prestigieux cabinets d'avocats de New York, et en tant que tel, il est cher. Mais d'autres avocats, moins onéreux, se sont cassés les dents dans les tractations avec les musées. Larry Kay a gagné la première manche. Le Museum of Modern Art a dû restituer leurs biens aux héritiers de Malevich. And now you have a problem. What? Tomorrow, New York Times, Sharon Stone kissing Lawrence Kay. Personne ne sait encore qui vendra la composition suprématiste aux enchères, ni même si l'œuvre sera bien vendue. Mais la somme de garantie proposée par la maison de vente aux enchères satisfait Toussaint et Kay. Elle dépasse la dizaine de millions de dollars. Toussaint veut gagner de l'argent et il en gagne apparemment beaucoup. Ça, c'est un fait. Je n'ai pas vraiment envie de m'exprimer sur Toussaint. Pour moi, Clemens Toussaint est un héros. Je ne suis pas à même de prendre position sur les activités de M. Toussaint. Pour lui, c'est tout bonnement une histoire d'argent. Il y a 10 ans de cela, personne ne connaissait le nom de Clemens Toussaint. Ce n'était qu'un historien de l'art parmi d'autres. C'est en 1989 que tout bascule pour lui. À Berlin, le mur tombe, les frontières s'ouvrent. Avant, son travail n'aurait pas été possible. Yen Lissitsky n'aurait jamais obtenu l'autorisation de quitter la Sibérie pour aller récupérer l'héritage de sa mère à l'ouest. Et Toussaint n'aurait pas pu se rendre en Russie pour enquêter sur les héritiers de Malevich. Les temps ont changé. Aujourd'hui, on réserve une chambre d'hôtel et un billet d'avion et on obtient le visa dans la foulée. Un visa touristique, s'entend. Pour quelqu'un comme Toussaint, qui vient éplucher les archives et les registres de personnes, c'est un peu plus compliqué. You cannot go to Russia? Why? Oh shit. So with whom can I travel? And maybe, maybe I'm on the blacklist already as well. You don't know. But for sure, you can travel to Russia at the moment. Mm-hmm. Wow. This is bad news. This is bad news. Mm. Well, you are in the you have been never in the front line, so be easy. I'm in the front line at the moment. Certains de mes amis qui ont participé à différents projets, différentes recherches dans des archives, n'ont pas obtenu le droit d'entrer en Russie. Les amis russes dont parle Toussaint sont des historiens de l'art comme lui. Ils l'ont aidé à rechercher les héritiers de Malevich et ils ont clandestinement fait passer des documents d'archives de musées russes vers l'ouest. Aujourd'hui, ils vivent en Allemagne ou en Amérique. En Russie, ils sont interdits de territoire. Au cours de ses voyages en Russie, Toussaint est livré à lui-même, considéré de toutes parts avec suspicion. Lui-même ne fait confiance à personne. Il faut savoir s'adapter à toutes sortes de situations, surtout quand on veut obtenir des informations. En anglais ou en français, c'est plus difficile qu'en allemand, ma langue maternelle. Et dans un pays dont je ne parle pas la langue, c'est encore plus délicat.
Les premières recherches établissent que Kazimir Malevich s'est marié 3 fois. Ses descendants sont éparpillés entre l'Ukraine, le Turkménistan, Prague, la Pologne et la Russie. Certains d'entre eux ont changé de nom. À une époque, il ne faisait pas bon s'appeler Malevich. D'autres nient leur lien de parenté avec le peintre. À Moscou, un vieux monsieur refuse carrément d'ouvrir sa porte à cet étranger de l'Occident. Les choses se compliquent. Dans le cas Malevich, impossible de mettre la main sur les héritiers. Dans le cas Lissitsky, impossible de mettre la main sur les tableaux. Es gibt 3, wo wir genau wissen, wo sie sind. Kandinsky in Basel, der Klee in München und der Marcoussis, der ist jetzt hier. Aber es gibt ein paar, wo wir wissen, wo sie aussehen. Wir haben auch Spuren. Es gibt welche, da wissen wir noch nicht mal, wie sie aussehen. Also wir müssen da wirklich noch mal ran jetzt. Toussaint travaille sur le numéro 6 de la liste de Sophie Cupers, l'aquarelle de Paul Klee, Fliegenstadt. Ici au mur, on reconnaît un Nolde, un Schwitters et un Kandinsky. Encore un Schwitters, un Kirchner, mais il n'y a pas d'autres clés. Le registre d'inventaire de Hanovre comporte les dimensions du tableau, 26 sur 31,3 cm. Il porte aussi les mentions « Près de Madame Cupers » et « Confisqué en 1937 ». Par contre, le titre donné par le registre a changé. Il s'appelle ici le Serpent jaune. À Londres, il existe un index de toutes les œuvres confisquées par les nazis. Sur cet index, on trouve la notation « Échangé à Ferdinand Müller ». En revanche, l'index ne précise pas à qui Müller, marchand d'art, a revendu le tableau. Là-dessus, Toussaint téléphone à la Fondation Klee à Berne, qui déclare connaître l'œuvre sous le titre « Le Serpent jaune ». La toile a été vendue aux enchères en Suisse en 1990. L'étape suivante consiste dès lors à consulter sur Internet la banque de données regroupant tous les résultats de vente aux enchères. Là, ça a l'air très intéressant. Ce tableau avait exactement les dimensions de l'aquarelle que nous recherchions. Il a été vendu en 1990 chez Kornfeld, une maison de vente aux enchères en Suisse. Pour la première fois, on a pu voir une reproduction en couleur de cette œuvre. Elle s'appelle Place abandonnée dans une ville exotique et dans le registre d'inventaire de Hanovre, elle s'appelait Le Serpent jaune. Mais le plus important, c'était le numéro de registre identique 1921-1 et les dimensions 26 cm sur 31,3. Tout concordait et nous étions sûrs qu'il s'agissait de l'œuvre que nous recherchions. Donc il n'y avait plus qu'à retrouver la personne qui avait acquis le tableau lors de la vente aux enchères en Suisse en 90. La maison Kornfeld m'a écrit la lettre suivante. « Désolé, nous ne pouvons vous renseigner quant à l'adresse de l'acquéreur. Toutes les décisions de justice connues ont toujours protégé le propriétaire d'après-guerre. C'est sur ce point que les recherches ont été interrompues il y a quelques années. » Berlin. La composition suprématiste attire la grande foule. 2 mois avant la vente aux enchères, l'œuvre est en tournée mondiale. De nombreux collectionneurs ne seront pas présents le jour de la vente aux États-Unis. Ils communiqueront leurs enchères par téléphone ou seront représentés sur place par un agent. Mais ils tiennent à voir l'œuvre avant de se décider à l'acheter. Ils veulent la sentir, la respirer. Puis, ils se fixeront une limite de prix, qu'ils oublieront sans doute le jour de la vente. Le tableau m'a été proposé à 20 millions. En fait, dans un premier temps, il a été question de 25 millions, puis c'est descendu à 20. J'ai fait savoir que je trouvais ce prix trop élevé, et les vendeurs se sont alors adressés aux maisons de vente aux enchères, dont c'est le métier de fixer des estimations de prix. Là, on leur a probablement confirmé que 20 millions, c'était un peu trop cher, et que le tableau partirait sans doute pour une somme comprise entre 10 et 15 millions. Ils étaient déçus parce qu'ils s'attendaient au moins à 20 millions. Je ne suis plus vraiment un marchand d'art. Mais j'aime bien l'argent, vous savez.
C'est une question de gros sous. Qui possède autant d'argent et qui est prêt à le dépenser? Je ne m'adresse pas à quelqu'un qui gagne un salaire normal, ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup d'argent de par le monde. Et si tous les gens riches s'intéressaient à ces tableaux, leur prix serait bien plus élevé. Mais grâce au ciel, ceux qui veulent dépenser leur argent pour ça sont assez peu nombreux. C'est un club très fermé au sein duquel personne ne dévoile ses intentions aux autres. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est chacun pour soi. Il m'arrive d'acheter des tableaux pour moi-même. Dans ma famille, on a toujours fait ça. On achète quelque chose et tout à coup ça prend de la valeur, alors on le revend et on achète quelque chose d'autre à la place. Mais ce n'est évidemment pas au même niveau que les très grands collectionneurs. Posséder des œuvres d'art, c'est du domaine de l'obsession. C'est tout à fait évident. Et tous ceux qui ont un peu de flair partagent cette obsession. Je ne conçois pas de vraies relations avec les tableaux qui ne soient pas passionnels. Sans la passion, ce n'est pas une relation à proprement parler. Parfois, c'est le coup de foudre, et puis avec d'autres tableaux, la passion est venue en crescendo. Je vais le décaler pour que vous le voyez mieux. Vous avez besoin de recul, non? Certains jours, on a plutôt envie de posséder un Picasso. Et puis, le dimanche suivant, on préférera un Mondrian. Quand je m'approche d'un tableau et que ce tableau me parle, quand je sens qu'il va vers moi, alors je sais que ça colle. Je vois énormément de tableaux qui n'ont absolument aucun effet sur moi. Je les regarde, ils sont là, silencieux, et c'est comme s'ils disparaissaient sous mes yeux. Ce que je fais n'a rien d'extraordinaire au fond. J'aide des personnes à récupérer leurs œuvres d'art. En soi, c'est un processus assez simple. Je crois que le plus important, c'est d'avoir de l'imagination. Il faut toujours que tu te demandes comment tu te comporterais si tu devais cacher quelque chose, si tu devais confier quelque chose à quelqu'un avant de prendre la fuite. Et je dois aussi me mettre parfois à la place d'un voleur. Et quand j'y parviens, j'éprouve une vraie joie de gosse. Le premier grand succès de Toussaint a été de convaincre le musée Ludwig de Cologne à restituer l'œuvre portant le numéro 10 sur la liste de Sophie Küppers à Jen Lissitzky. En contrepartie, le musée a obtenu une esquisse architecturale de son père, L. Lissitzky. Au jeu d'échecs, cela s'appelle un échange de pièces. Toussaint se rend en Espagne, chez Jen Lissitzky. Il voyage en voiture, car la compagnie aérienne qu'il voulait emprunter lui a fait savoir que le tableau était trop volumineux pour être admis en cabine. Dans le coffre de la Jaguar, il entre tout juste. Le Kandinsky aurait été plus grand. Moscou. Ninel Bikova est décédée l'année dernière. Elle était la petite fille de Kazimir Malevitch et son héritière principale. La vente aux enchères de New York, elle ne l'a pas vécue. Mais elle était aussi le contact le plus important de Toussaint en Russie. Prononcé à l'envers, son prénom se dit Lénine. C'est elle qui s'occupait de tous les contacts avec ses proches pour Toussaint. L'affaire progresse difficilement, mais finalement,
Toussaint rencontrera même le vieux monsieur qui ne voulait pas avoir affaire à lui jusqu'ici. Depuis la mort de Ninel, cet homme est le seul des héritiers à avoir connu Kazimir Malevich personnellement. Il s'appelle Vladimir Alexandrovitch Bogdanov. Ingénieur électrique à la retraite, il habite un appartement de location dans la banlieue de Moscou. Sur le mur, il a accroché une affiche qui représente son oncle. Avec le temps, Bogdanov est parvenu à la conviction que Toussaint n'est pas là pour l'escroquer. Отец, Pater Kazimir Malevich. This is Malevich's father. I know. Husband of Ludwiga. His Ludwig. His grandfather, right? Это ваш дедушка? Дедушка. Так вот мой отец. This is his father. Это мой отец. Это мама моя, вот Малевич Мария. Это отец. Это еще 14-го года снимок. Вот я маленький, сестра. Вот Уна сидит с сестрой своей. Вот этот памятный знак сфотографирован у меня, то, что надо. Это я в армии еще когда был. Это мой крестный отец. Les héritiers de Malevich sont au nombre de 31. En 1998, Toussaint a obtenu de chacun d'entre eux une photocopie du passeport et une déclaration sur l'honneur qu'il n'y a pas d'autres héritiers. À New York, Larry Kay peut passer à l'action. Il informe le Museum of Modern Art des revendications des héritiers. Quand on s'embarque dans une telle aventure, il faut une confiance réciproque. J'aurais pu escroquer ces gens du début à la fin, mais l'inverse est tout aussi vrai. Au dernier moment, ils auraient très bien pu me dire « Ok, nous ne travaillons plus avec vous, nous nous débrouillons tout seuls, merci ». Tout ça, ça ne marche que sur la confiance. Работа его ценится, а мои не ценят. Я не познаю. В эфире Радио России, служба новостей «Вести Санкт-Петербург». В студии Никита Гудин, коротко об основных темах этого выпуска. Dans les années 70, l'art russe a commencé à être très demandé à l'Ouest. Tout le monde en voulait, et comme il n'y avait rien, on s'est mis à en produire. Résultat, beaucoup de faux ont passé le rideau de fer avec les tampons des plus grands musées, avec les certificats d'authenticité les plus crédibles qui soient. D'autres tableaux, authentiques ceux-là, ont été volés pour être revendus à l'Ouest. Il y a donc eu des exportations illégales de tableaux, tout un tas de pratiques de ce genre. En Europe de l'Ouest, une huile sur toile signée L. Lissitzky ne se vend pas à moins de 2 ou 3 millions de dollars. Le moindre croquis au crayon de Malevich vaut 80 000 dollars. À ce jour, il n'existe pas de catalogue exhaustif des œuvres de Lissitzky ou de Malevich, une situation dont contrebandiers et faussaires savent tirer grand profit. Il y a eu une tentative de faire sortir illégalement un tableau qui, après coup, s'est avéré être un Malevich. Nous avons réussi à l'intercepter et le tableau se trouve à l'heure actuelle sur le territoire russe, dans un musée. Nous avons déjoué une tentative de contrebande, une exportation illégale d'une richesse de la culture russe. Depuis 1988, j'ai acquis la réputation d'être un spécialiste des œuvres de Lissitzky et on m'apporte souvent des toiles pour que je les expertise. Depuis 1988, j'ai donc eu l'occasion d'examiner 25 tableaux. Et sur ces 25 tableaux, je me suis trouvé face à 24 copies et à une œuvre pour laquelle je ne suis pas encore tout à fait sûr. Il pourrait s'agir d'un authentique Lissitzky, je ne suis pas sûr, mais ce n'est pas impossible. Il faut vraiment se méfier. Il y a énormément de faux qui circulent.
Souvent, on m'en propose. La plupart sont d'ailleurs grotesques. C'est presque pathétique. D'autres copies sont plus adroites et il faut être très vigilant. Quand on se fait piéger, ça peut être très cher. C'est un jeu vieux comme le monde et chacun des participants en connaît les règles. Règle numéro 1, travailler en professionnel. Règle numéro 2, peser le risque et le profit. Le contrebandier qui s'est fait pincer en essayant de passer un tableau de Malevich a enfreint ces deux règles. Et personne ne regrettera sa disparition. D'autres prennent sa place, qui connaissent mieux les règles du jeu. Nous sommes dans le dépôt du musée russe de Saint-Pétersbourg, face à la plus importante collection de Malevich du monde. La provenance de ses œuvres est clairement déterminée. Les toiles viennent de la mère de Malevich et de ses deux filles. Personne n'en revendique la propriété. Sans le vouloir, Malevich a nettement compliqué le travail des musées. Il a fait passer nombre de ses œuvres tardives pour des travaux de jeunesse et les a intentionnellement antidatées. 2 ans avant sa mort, il exécute cet autoportrait en maître peintre en costume Renaissance, alors qu'en 1933, il est tombé en disgrâce depuis quelques années. À l'époque de Staline, les œuvres de l'avant-garde soviétique restent en effet confinées dans les dépôts. Ce n'est qu'un demi-siècle plus tard qu'elles seront à nouveau exposées. Mais à peine les tableaux réapparaissent-ils que des dissensions se font jour. À qui doivent revenir les droits de propriété? Quel est le rôle des héritiers? Quel est celui des musées? Et quel est celui de Clemens Toussaint? Clemens Toussaint, justement, s'est invité au vernissage de l'exposition, en compagnie de Vladimir Alexandrovitch Bogdanov, ce qui rend d'ailleurs nerveux beaucoup de monde. La direction du musée est soudain en proie à de très désagréables pressentiments. Et si Toussaint ne se contentait pas simplement de venir voir les toiles et de repartir avec un catalogue. J'essaie d'aider la famille de Malevich à retrouver la position qui est la position naturelle des héritiers d'un artiste, à savoir la gestion de l'héritage, des archives et par voie de conséquence d'une part du marché de l'art. Vis-à-vis de ceux qui ont rempli ce même rôle pendant les 20-30 dernières années, c'est évidemment une déclaration de guerre. Malevich aurait sans doute beaucoup apprécié tout le tremblement suscité par ses œuvres. Il était très sensible aux échos de la presse. En 1927, de Berlin, il écrit à des amis de Moscou. « Ici, la gloire me tombe dessus comme une pluie chaude. » Mais cette gloire, Malevich n'en profitera pas longtemps. Un télégramme le rappelle à Moscou. Ses œuvres, elles, restent à Berlin et entament, sans leur auteur, une odyssée qui les sauvera de la destruction par les nazis. Alexander Dorner, le directeur du musée de Hanovre, a organisé leur passage vers l'Amérique. Mais beaucoup sont restés en Europe. Pendant la guerre, plus d'une 50aine de toiles ont été cachées en Allemagne. Après 1945, les informations commencent à circuler. Et le musée Stedelijk à Amsterdam s'efforce de rassembler ses œuvres. Depuis 1958, elles se trouvent donc aux Pays-Bas. Mais ces achats ont-ils été effectués légalement? Malevich, lui, n'a jamais rien vendu. Alors, quels sont les droits de ses héritiers? Pour la presse, c'est une histoire parfaite. Aucun ingrédient ne manque, à part le sexe. Face aux médias, Toussaint ne fait aucun secret de ses recherches, au contraire. Plus on parle de lui, plus forte sera la pression sur les directeurs de musées. C'est du moins ce qu'il espère. Il y a 2 ans de ça, j'ai fait un article avec Clemens Toussaint sur Yen, le fils de El Lissitzky. Et vers la fin de notre travail, on était allé boire un verre, et il me dit comme ça, d'un air détaché, « Il y a encore une autre affaire, éventuellement.
Moi, évidemment, je lui demande, mais quoi donc? Et là, il me dit, des tableaux de Malevich. She's always does this. I don't know why. Even journalists sometimes should correct their opinion, you know. Remember, she's the one who put the other painting the wrong way. Oh yeah, I remember. Oh, she's strong. Yeah. Should we say something to her about the smuggle thing? No, this story is not finished from the media. No, It was definitely, well, I asked They're Klein. filming you, Yeah, don't worry. I asked Klein. Quand on commence à donner des interviews, on peut faire une croix sur son anonymat. Avant, j'arrivais à me faire passer pour quelqu'un d'autre pour entrer dans les musées et fouiner dans les archives. Mais aujourd'hui, quand j'arrive quelque part, tout le monde sait très bien ce que je veux. Je crois qu'en coulisses, c'est une vraie bataille rangée qui est en train de se jouer. D'un côté, il y a Toussaint et de l'autre, il y a des gens qui commencent à se dire qu'il va falloir faire quelque chose pour l'arrêter. Ce sont des choses qui arrivent. Et avec les sommes d'argent qu'il y a en jeu, ça ne m'étonnerait pas. À un moment, il disait qu'on l'avait menacé. Comme dans une compétition sportive, il y a un vrai plaisir à surmonter ces épreuves. Mais un jour, l'épreuve a été trop rude et le plaisir a disparu d'un seul coup. Toussaint nous raconte qu'il a reçu une visite dans son ancien bureau de Cologne. Un homme qu'il appelle le Tchétchène aux yeux verts, le menace sans ambiguïté. Il connaît, dit-il, l'école que fréquentent les enfants de Toussaint et il lui conseille de ne plus se mêler de cette affaire, sans préciser de quelle affaire il s'agit. Suite à cet événement, Toussaint disparaît 3 mois durant. Il liquide son bureau de Cologne et coupe son téléphone. Aujourd'hui, il vit dans une ville au bord de la Méditerranée, dans un appartement de grand standing qui ressemble à s'y méprendre à une plateforme pétrolière en haute mer, avec surveillance vidéo, système de verrouillage dernier cri et un héliport sur le pas de sa porte. Hi, Mary Beth, how are you? It's early in Los Angeles, right? Depuis son déménagement, d'autres affaires se sont rajoutées. Mais les plus importantes restent tout de même les dossiers Malevich et Küpers-Lisitzky. Entre-temps, Jen Lisitzky a récupéré un tableau. Pour certains autres, les choses commencent à bouger, notamment du côté du serpent jaune. Il y a 3 semaines, le 3e volume de l'index des œuvres de Klee est paru, avec une information que je n'avais pas, à savoir que l'aquarelle en question se trouve dans une galerie à Osaka, au Japon. Un ami français qui est agent d'art au Japon s'est occupé de l'affaire. Il a découvert qui avait acheté le tableau dans la galerie et il a établi le contact entre Toussaint et le collectionneur japonais d'Osaka. Monsieur Murata, le collectionneur, est prêt à négocier. Les premières discussions sont très prometteuses. Les 2 parties conviennent qu'il est opportun d'avertir la presse. La question du règlement reste en suspens. Elle aura lieu en liquide ou par virement express. Monsieur Murata demande du temps pour réfléchir. Comme d'habitude, Clemens Toussaint ne dort pas beaucoup. Pendant qu'il fait le trajet d'Osaka à Tokyo et de Tokyo à Kyoto, Larry Kay prépare les contrats à New York. Le moment de la remise du tableau de Klee a été déterminé. Reste à organiser le rapatriement jusqu'en Espagne, chez Jen Lisitzky. It created a challenge
C'était un défi d'arriver à une transaction équitable avec des musées qui étaient en possession de ces œuvres depuis plus de 60 ans quelquefois. Parmi les œuvres de la liste de Sophie Cuypers, 4 ont été identifiées, mais une seule a été restituée. Le transfert du deuxième tableau depuis le Japon est à présent imminent. En Suisse, des négociations concernant une 3e toile viennent à peine de commencer. Il s'agit du numéro 2 de la liste, composition abstraite de Vassili Kandinsky. Le tableau est aujourd'hui exposé par la Fondation Bayler. Avant, il était accroché dans le salon de Madame Cuypers. Ici au mur, on voit le Kandinsky qui se trouve aujourd'hui à la Fondation Bayler. C'est un tableau d'1,50 m de haut. J'ai demandé au gardien si je pouvais faire des photos. Il m'a répondu qu'il devait téléphoner. À son retour, il m'a dit « Non, non, pas de photos ». Je suis très impliqué dans l'histoire de ce tableau. C'est un Kandinsky de 1910, une des œuvres maîtresses de notre collection. Je l'ai acheté en tant qu'œuvre d'art dite dégénérée à un marchand d'art allemand qu'il avait acquis lui-même légitimement, pour ainsi dire, auprès des nazis. Aujourd'hui, les anciens propriétaires prétendent que l'œuvre leur appartenait encore à cette époque. Ils ont fait état de leurs revendications sous différentes formes. Et je leur ai répondu que je ne connais pas la jurisprudence à cet égard. Je leur ai également demandé de me prouver que l'œuvre leur a bel et bien appartenu. Et ils ont tous promis qu'ils allaient me fournir des preuves. Mais je n'ai jamais rien reçu. Il a dit qu'il avait acheté cette œuvre en toute bonne foi. J'ai tout un dossier là-dessus. Il l'a acheté en 1948. À cette époque, il vendait et achetait beaucoup d'œuvres d'art. Donc, en somme, il n'aurait été au courant de rien. J'ai parlé avec mon avocat et, vous savez, avec la Suisse, les choses ne sont pas simples. Maintenant, nous reprenons tout ça et je n'ai pas l'intention d'abandonner. Je ne peux pas abandonner. À l'heure du petit déjeuner, Toussaint informe quelques journalistes européens de sa dernière victoire, la remise du tableau au Japon. La semaine suivante, le Spiegel, un des hebdomadaires d'information les plus lus en Allemagne, publie un article intitulé « Grandeur d'âme asiatique ». Quelques lignes plus loin, le journaliste fustige un collectionneur suisse qui refuse toujours de restituer une toile de Kandinsky à son propriétaire. Toussaint a fait du bon travail. À Kyoto, l'accord avec M. Murata est intervenu étonnamment vite. Toussaint remet une somme symbolique à M. Murata de la part de Yen Lissitsky et s'en va avec l'œuvre sous le bras. Aucune information ne filtre sur le montant de cette somme. Mais l'aquarelle de Paul Klee a aujourd'hui une valeur de plus de 3 500 000 francs. Le numéro 6 de la liste de Sophie Cuypers a plusieurs noms. Fliegenstadt, ou le Serpent jaune, ou encore Place abandonnée dans une ville exotique. Mais il s'agit toujours de la même œuvre de Paul Klee. À présent, elle est en route pour l'Europe.
Dans la salle des ventes, juste en face du Museum of Modern Art, la grande soirée se prépare. Tous les participants sont là. Le propriétaire de la maison d'enchères est arrivé de Paris, le commissaire-priseur de Londres, Sharon Stone de Los Angeles et de Wrocław en Pologne, Waldemar Malevich. Toussaint et Larry Kay sont bien évidemment présents eux aussi. Waldemar Malevich est le seul des héritiers à avoir répondu à l'invitation pour la vente. Have they seen the painting yet? Have they been down to? No, not yet. They will see it this afternoon. So it must be very exciting for Waldemar and you now to be about to actually see the painting for yourself. Vielleicht haben wir das Bild hier abgebildet, was sie gemalt hat. Und die hat mir die Tage gesagt, als ich nach Hause kam, hat mir das Bild gezeigt. Mama, guck mal, das ist das Bild vom Opa Malevich. Ja. Waldemar Malevich est en Amérique pour la première fois. On le promène en limousine et on le fait loger dans un hôtel des plus sélects. Il parle de sa famille, de ses enfants. Et il dit qu'il est heureux, car bientôt, avec sa part de la vente, il pourra acheter la maison qu'il loue actuellement en Pologne. L'avocat sourit. Hi, how are you? What's up? Pour le grand public, la maison de vente aux enchères Philips a organisé un sérieux remue-ménage médiatique autour de l'opération. Mais en coulisses, l'enjeu est très important et dépasse de loin quelques millions dépensés pour une toile. En effet, depuis quelques semaines, les journaux se font l'écho de rumeurs concernant des ententes illicites entre Christie's et Sotheby's. Le scandale couvre. Les actions de Sotheby's sont en chute libre. Pour Philips, la maison concurrente est nouvellement arrivée dans le business. C'est une occasion rêvée d'avaler le grand concurrent. Mais pour cela, la première vente d'envergure doit être une réussite totale. Le lot numéro 31, le tableau de Kazimir Malevich, est encore voilé. Ask her. You sure? Yeah. She's very smart. She's very smart. Someone came up to her and said, I thought you were expecting 20. She said, I would. Good evening, ladies and gentlemen, and a hearty welcome to our sale of Impressionist and modern paintings. We now come to the Kazimir Malevich Suprematist composition. Start the bidding here at $12 million. 12 million is bid at $12 million. 12,200,000. 12,400,000. At 12,600,000. 12,800,000. At 13 million on the telephone. At 13 million. At 13 million now. At 13,200,000. 400. Vladimir Alexandrovitch Bogdanov, le neveu du peintre Malevich, a lui aussi été invité à la vente de New York, mais il a décliné. Il ne voulait pas qu'on lise dans la presse russe qu'il est à présent un homme riche. Il se rend sur la tombe de son oncle, dans une banlieue de Moscou. Il est le seul de la famille à en prendre soin. Vladimir Alexandrovich. I will. Take a photo. Vladimir Alexandrovitch était présent il y a 65 ans aux obsèques de Kazimir Malevich. Depuis qu'il est à la retraite, il peint lui aussi. Mais il ne veut ni vendre ni exposer la moindre de ses œuvres. 3 ou 4 personnes se sont reconnues.
Elles ont trouvé une ressemblance. Mais Vokar a dit, celle-là c'est mon amie. La robe est ressemblante, mais le visage ne l'est pas du tout. C'est alors que j'ai eu l'idée d'entourer le monument de visages anonymes, c'est-à-dire des personnages de Malevich. $13,200,000, $400,000, $30,600,000, at $13,600,000, $13,800,000, $14 million, $14,200,000. On the telephone, $14,400,000, at $14,400,000. Depuis que le tableau vous a été rendu par le musée de New York, votre vie a-t-elle changé? Non. De quel point de vue? At 15 million, at 15,200,000 against you, at 15,500,000, at 15,500,000 on the telephone, at $15,500,000. No more in the room, selling them against the room to the telephone bidder at $15,500,000. No more, $15,500,000. Thank you, ladies and gentlemen. So they should be happy. They should. Wahnsinn. Habt ihr ein paar? Of course, I'm not a hero. This is a business, you know, but let's face reality and let's not tell fairy tales, okay? Congratulate you, thank you, and wish us all luck in our continued endeavors. Cheers. 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 Il y a quelques années, j'ai entendu une histoire comme quoi un tableau de très grande valeur qui se trouvait jadis dans un palais de Dresde serait aujourd'hui accroché dans un appartement de Moscou, sur un pan de bois qui serait si grand que le tableau ne passerait même plus la porte. Donc pour le sortir de là, il faudrait défoncer un mur. Il y a toujours des histoires comme ça qui sont absolument passionnantes au sujet d'œuvres soi-disant disparues. On fait appel à des experts, on leur soumet une piste, et eux, ils déclarent que c'est de la foutaise. Et pourtant, il arrive le moment où on voit la chose en face de soi, en couleur, où on peut la toucher. Et ça, c'est toujours le point d'orgue de ce genre de recherche. Hier, un ami de Moscou m'a parlé d'un tableau de Caspar David Friedrich. Il est apparemment un peu plus petit. Il passera sans doute par la porte d'un appartement.